Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc aborder la dernière table ronde consacrée au fait maison. Donc, le fait maison existe-t-il dans les plats préparés? Donc, titre assez paradoxal. Pour discuter de cette question, nous avons donc 4 intervenants. Dans l'ordre, Monsieur Garnier, à ma gauche, directeur de l'entreprise Ardouin à Vouvray. Monsieur Legendre, chef cuisinier à la maison de Capucine à Duison, chef étoilé, donc 3 étoiles au guide Michelin de 2003 à 2007 et meilleur ouvrier de France en 1996. À ma gauche, Monsieur Pernin, chargé mission auprès du CLCV. Je vous expliciterai tout à l'heure. C'est une association de consommateurs. Et Monsieur Jean-François Aubry, rédacteur en chef pour la revue Le Monde du Surgelé. Alors, on l'a évoqué, bien sûr, à plusieurs reprises depuis hier. Il y a un engouement des Français pour le fait maison. Et finalement, cet engouement fait écho à une initiative des chefs, une quinzaine, qui ont souhaité faire reconnaître à travers une appellation de restauration de qualité le fait maison au restaurant. Donc très simplement, aujourd'hui, nous allons, à travers cette table ronde, essayer de comprendre où est la frontière entre le fait maison, la production industrielle, comprendre finalement comment l'industrie agroalimentaire peut être amenée à s'approprier cette demande des consommateurs pour le fait maison. Alors bien sûr, l'engouement des Français pour le fait maison, à travers quels signes est-ce qu'on peut l'observer? Le succès des émissions de cuisine à la télévision, on en a parlé, les livres de cuisine, les ventes d'électroménagers permettant de cuisiner à la maison, faire son pain, ses yaourts, et finalement la première question qu'on a envie de se poser, et je vais la poser à Monsieur Pernin, ce sera aussi l'occasion de vous présenter. Quelle est la réalité de ce phénomène auprès des consommateurs? Oui, donc deux mots rapides de présentation. Donc, je m'appelle Charles Pernin, je suis chargé de mission sur les questions agricoles et alimentaires à l'association de consommateurs CLCV. Donc CLCV, ça veut dire consommation, logement et cadre de vie. Donc nous sommes une association qui a un petit peu plus de 60 ans d'existence. Nous sommes très présents dans le logement social et nous sommes aussi donc une association nationale de défense des consommateurs avec un réseau d'associations locales présents un petit peu partout en France sur le territoire, et notamment à Tours. Donc vous trouverez toutes les informations sur notre association sur notre site internet. Et donc j'ai au sein de cette association la responsabilité des dossiers sur les questions agricoles et alimentaires. Donc voilà, après cet aperçu rapide, donc vous m'interrogiez sur la réalité de l'engouement des consommateurs pour le fait maison. Donc je pense qu'il y a un véritable intérêt, en tout cas, des consommateurs par rapport à leur alimentation et par rapport à une meilleure maîtrise finalement de la qualité de ce qu'on peut avoir dans nos assiettes, savoir davantage ce que l'on mange, en savoir plus sur les produits. Donc nous, on l'a vu très récemment à travers un sondage qu'on a fait pour essayer de savoir quelles étaient les attentes des consommateurs en matière d'information sur l'origine des produits. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une attente très très forte exprimée à travers ce sondage du grand public pour connaître l'origine géographique des produits alimentaires que l'on achète. Donc ça, c'est un élément qui montre bien que les consommateurs ont envie de savoir davantage qu'aujourd'hui, sans doute, ce qu'ils mangent et ce qu'on leur vend dans l'alimentaire. Et puis, bon, vous avez vu, on en a beaucoup parlé ce matin, le succès de ces émissions télévisées autour de la cuisine. Alors, de là à dire qu'ensuite, chacun passe plus de temps en cuisine, derrière les fourneaux et les plaques de cuisson, ça, j'ai pas d'éléments tangibles pour l'affirmer. Je pense que c'est plus compliqué. On peut s'intéresser à quelque chose sans forcément passer à la pratique. Et on sait bien que
en tendance, malgré tout, si on regarde un peu sur la longue période, le temps passé à préparer les aliments a considérablement diminué, le temps passé à consommer les aliments a lui aussi diminué. Je crois qu'on est à une vingtaine de minutes, si je ne me trompe pas, pour la pause déjeuner quand on travaille, alors que c'était plus d'une heure il y a 20 ou 30 ans. Donc on consacre finalement de moins en moins de temps à l'alimentation. J'avais un petit graphique là qui montre, alors je ne sais pas si c'est très clair pour vous dans la salle, mais en gros vous voyez que la viande et le poisson frais ont commencé à se stabiliser puis à décliner en termes de volume de vente à partir des années 80, et que depuis les années 60, c'est la courbe en rose, on a une progression continue et très significative des aliments transformés. Donc la tendance sur le long terme, c'est celle-ci. Et il semble qu'aujourd'hui, on est peut-être à un point de stabilisation ou d'inflexion qui correspond à un moment où les consommateurs, quand même, suite à un certain nombre de scandales, on reparlera peut-être du scandale de la viande de cheval, à un moment donc où les consommateurs s'interrogent quand même sur la nature de ces produits transformés, notamment quand ils sont issus de l'industrie agroalimentaire. Et si je peux rajouter quelque chose aussi, parce que vous avez évoqué le temps consacré à la cuisine qui diminue énormément ces dernières années, c'est peut-être à mettre en corrélation aussi avec les dépenses des ménages alloués à l'alimentaire, qui est en chute libre depuis les années 50, puisque, pour mémoire, dans les années 50, selon l'INSEE, la part de l'alimentaire dans le budget dans les dépenses des ménages était de 35%. Aujourd'hui, elle ne dépasse pas les 15% et elle a tendance à baisser, surtout quand on analyse le comportement des jeunes générations. Voilà, je voulais juste préciser. Tout à fait, et c'est vrai que, alors il y a le contexte de la crise économique avec une baisse du pouvoir d'achat, et ce qu'on constate dans les habitudes d'achat des ménages, c'est que bien souvent, et ça on peut le regretter, l'alimentation sert un petit peu de variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand on a des difficultés à boucler les fins de mois, eh ben, on va faire des économies sur l'alimentation parce qu'il y a un certain nombre de dépenses contraintes auxquelles on ne peut pas échapper, notamment en matière de logement, de transport, qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. Il y a aussi des choix de consommation, hein. On dépense davantage pour les nouvelles technologies, les loisirs. C'est un peu les mêmes arbitrages qu'en termes de temps, parce que le temps qu'on ne consacre plus à l'alimentation, on le consacre à d'autres choses. Et donc voilà, c'est un problème global de mode de vie, je dirais, qui a accompagné ce développement des aliments transformés, mais aujourd'hui on arrive peut-être un peu à la limite de cette tendance avec cette défiance. Je pense qu'on peut vraiment parler de défiance ou de méfiance des consommateurs qui s'accroît vis-à-vis de ces produits dont on ne comprend pas bien la nature et dont on s'interroge sur lesquels on s'interroge fortement. Monsieur Garnier, si vous voulez dire un mot pour présenter l'entreprise Ardouin et peut-être réagir par rapport à cette augmentation des ventes de viande et poissons transformés. Oui. Donc, bonjour à tous, donc Julien Garnier, j'ai donc repris la maison Ardouin il y a 10 ans maintenant, donc une maison charcuterie traiteur. Alors rien que le fait dans la présentation, je parle de maison, je ne sais pas si c'est lié au thème ou pas. Donc charcuterie traiteur traditionnelle avec un positionnement plutôt qualitatif. Donc c'est vrai que moi je vois un petit peu les deux côtés de la médaille, puisqu'effectivement on a à la fois nos boutiques ou nos charcuteries où on vend des matières premières, donc un filet mignon qu'on va pouvoir cuisiner, une côte de porc, voilà, ou de la charcuterie tout simplement. Et à côté de ça, on a une activité de traiteur qui nous amène donc à préparer des plats, que ce soit en sortant de la charcuterie, poisson, volaille ou autre. Et ces plats, de plus en plus, on est amené à les proposer à différents circuits de distribution. Et c'est vrai que là où on se limitait à servir ces plats sur une réception il y a quelques années, aujourd'hui, ces plats, on les vend portionnés sous vide à des... Alors je ne sais pas, Monsieur Legendre, si je dois appeler ça des restaurateurs, mais en tout cas des restaurants qui servent après ce plat à l'assiette à leurs clients.
ou d'autres traiteurs, ou même des particuliers, tout simplement, des plats cuisinés. Donc on a les deux facettes. Alors certes, depuis quelque temps, et vous parliez tout à l'heure du dernier scandale en date, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas on peut constater quand même un regain, on va dire, d'intérêt des consommateurs pour le produit brut et qui va être à travailler, peut-être en plus avec cette mode de la cuisine par les émissions télévisées. Et à côté de ça, on a également un grand nombre de professionnels qui aujourd'hui n'ont soit plus les moyens en termes de temps ou à cause de contraintes sanitaires de préparer eux-mêmes certains plats et qui se tournent vers nous parce qu'ils recherchent un produit avec quand même une qualité gustative. Donc pour moi, ce produit, on va pouvoir l'appeler fait maison parce que chez moi, on le cuisine depuis la matière brute. Maintenant, est-ce que cette personne qui va se contenter de le réchauffer peut présenter ce plat comme un plat fait maison ? J'ai envie de dire qu'on touche un petit peu au point sensible. Est-ce que c'est un mensonge ? Est-ce que c'est pas un mensonge ? Voilà, donc c'est vrai qu'on a les deux cas de figure aujourd'hui et de plus en plus, les clients sont à la fois à la recherche d'un produit gustativement bon, sur le plan sanitaire sécurisé, mais à la fois il y a la contrainte du prix et du budget, comme disait monsieur. Donc mettre les trois éléments dans le même panier, c'est pas toujours facile. Merci. Monsieur Legendre, est-ce que vous pouvez nous présenter la maison de Capucine ? Déjà, le thème, avant la maison de Capucine, je pense que le thème est très complexe, parce que je pense que les particuliers déjà devraient regarder dans leur frigo ce qui se passe. Le fait maison, savoir si on est dans une faisabilité de faire des produits. Donc je pense qu'il faut mettre du cœur déjà, il faut mettre beaucoup d'amour. Et puis on arrivera à un contexte de réunion autour d'une table pour faire un produit fait à la maison. Je pense que vous avez entièrement raison, mais tout le monde a raison autour de la table. C'est très complexe aujourd'hui. Je pense que les cuisiniers, dans lesquels je me tape sur la tête, n'a pas pris le virage au bon moment. On est encore sur une départementale et je pense que le monde de l'agroalimentaire est sur une autoroute. Et qu'aujourd'hui la demande est prise par le temps, où les gens ont besoin de trouver une demande, des plats cuisinés. Et je dis que le monde de l'agroalimentaire a fait de gros efforts. Peut-être pas tous, mais en majorité, les gens ont fait des gros efforts. De toute façon, peut-être pas tous, si on parle de la viande de cheval, mais après on rentre dans un monde politique, de contrats qui sont faits dans lequel les sociétés sont au courant ou pas au courant. Là, c'est encore un autre débat. Mais je pense que l'agroalimentaire en général en France, moi je leur tire mon chapeau sur tout ce qu'ils ont fait pendant des années, et que nous sommes restés dans un côté très rétro, la cuisine dite classique. Donc moi, c'est vrai que j'ai une chambre et table d'hôte. J'ai été chef 3 étoiles chez Taïwan et au Georges V. Donc j'ai préservé le milieu du travail fait dans ma cuisine. Quand il y a eu la vache folle, j'ai été le seul chef, je pense, un des seuls chefs à me repositionner pour redonner une valeur, tandis que d'autres sont partis sur des légumes. Les gens ont eu peur de la remise en cause, mais c'est quand il y a un problème comme ça qu'il faut se valoriser et redonner une amplitude à ces gens qui se battent tous les jours pour nous. Un agriculteur, un laboratoire d'abattage et puis un boucher. Maintenant, les grandes surfaces se battent pour les bouchers, on n'a plus de bouchers chez nous, mais c'est quelque part, on avait besoin de ces gens-là. Donc tout le monde a raison autour d'une table. Maintenant, il faut savoir ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin et quelle est la demande aujourd'hui du consommateur. Mais aujourd'hui, le monde travaille et on a besoin d'être dans la rapidité. Mais après, on peut prendre un plat bien préparé et de le faire dans une convivialité à la maison, tout simplement. Et la chaleur que vous allez émettre humainement, vous savez, dans un restaurant, quand vous avez 3 étoiles, je vais vous donner, parce qu'on est dans la statistique, en France, dans le monde, on vit que par rapport à ça aujourd'hui, le pourcentage, c'est vraiment une stupidité.
Mais je vous en donnais un parce que je suis un peu comme tout le monde. Et dans la réussite d'un restaurant 3 étoiles, 80% c'est l'accueil, la gentillesse, la prévenance, et 20% c'est la cuisine. Donc voilà, tout le monde a un atout majeur dans la réussite, c'est pas seulement la cuisine. Donc les chefs ont un ego, je fais partie de ce monde-là, donc je me tape un peu sur la tête, on a tous des égos. Et non, la réussite, c'est les gens qui vont être autour de la table. Si vous voulez mal manger, vous avez beau mettre le meilleur plat, vous mangerez mal. Donc les plats préparés qui sont aujourd'hui en entreprise, dans l'agroalimentaire, je me dis que s'ils sont bien peut-être reficelés à la maison, en admettant qu'on peut rajouter quelque chose, l'homme ou la femme qui sont dans les foyers peuvent agrémenter. Mais je dis, moi, chapeau à l'agroalimentaire, ils ont fait des très gros efforts. D'accord. On va revenir sur ce point tout à l'heure.